La dernière fois, on a vu qu'il n'y avait pas de bonne raison de penser que l'intelligence humaine était spécifique à l'espèce humaine. Et qu'en particulier, il n'était pas facile d'exclure l'émergence d'une intelligence artificielle qui possédait toutes les facultés de l'intelligence humaine. Mais une telle intelligence serait-elle nécessairement intelligente? Une intelligence artificielle peut-elle vraiment penser? Bah non. Et je ne parle pas des IA d'aujourd'hui. La question que je pose, c'est une IA sera-t-elle un jour capable d'avoir ses propres réflexions? Est-ce qu'il serait possible qu'une IA fasse des maths comme moi? Ou mieux que moi? Et d'ailleurs, qu'est-ce qui vous dit que je ne suis pas une IA? J'avoue qu'un truc préenregistré, ça pourrait être une machine. Qui te dit que je suis préenregistré? Les? C'est le nom qu'on me donne, oui. Alors comme ça, Alexis Philis, tu doutes qu'une IA peut penser? Je pense qu'une IA peut faire des trucs qui ressemblent à de la réflexion, mais enfin, ça reste une machine. Ok, peut-être que la question « une machine peut-elle penser ?» est un petit peu trop ambiguë. En science, on préfère poser des questions qu'on pourra tester avec des expériences. Bien vu. Et c'est justement la remarque qu'a fait Alan Turing en 1950. Plutôt qu'adresser un problème insoluble qui éveille l'hooliganisme pro-humaniste en nous, ou l'hooliganisme pro-technologie, Turing s'est demandé quelle expérience scientifique s'en rapprocherait le plus. Et c'est là qu'il a proposé le test de Turing. Et c'est quoi ce test? Pour commencer, il faut définir un niveau d'intelligence que la machine doit atteindre. J'imagine qu'on va considérer l'intelligence humaine. Oui, surtout qu'à l'époque de Turing, les machines étaient loin d'être intelligentes. Ok, donc le test de Turing consiste à tester si une machine peut être au moins aussi intelligente qu'un humain. Exactement. Et comment on teste ça? Eh bien, en pratique, pour tester quelqu'un, notamment avant de l'embaucher, une bonne chose à faire est d'avoir un entretien avec lui. Et du coup, le test de Turing va consister à avoir un entretien avec la machine? En gros, oui. Et à la fin de cet entretien, il faudra déterminer si la machine a paru aussi intelligente qu'un humain. Ça paraît subjectif tout à coup. Oui, du coup, Turing propose un test d'indiscernabilité. Une machine aura passé le test de Turing s'il aura été impossible pour les interrogateurs de déterminer s'ils étaient en train de s'entretenir avec une machine ou avec un humain. On parle d'un vrai entretien? Autour d'une table? Je suis désolée, mais dans ce cas-là, il paraît évident que la machine aura du mal à camoufler ce qu'elle est vraiment. Non, bien sûr. Surtout qu'à l'époque de Turing, ça n'aurait pas été imaginable. Et puis, après tout, l'apparence physique de la machine ne devrait pas jouer. Turing voulait un test d'intelligence. Du coup, il proposait un entretien par message tapé interposé. Bon, de nos jours, on peut faire cet entretien via un chat, typiquement. Ok, je vois. Du coup, on prend des interrogateurs et on les fait s'entretenir avec des machines. Et on voit quelle est la fraction des interrogateurs qui pensaient s'entretenir avec des machines. Oui, et il faut aussi un groupe de contrôle. Oui, en laissant les interrogateurs s'entretenir avec des humains. Et comme ça, on peut savoir quelle fraction d'humains arrive à se faire passer pour des humains. Exactement. Une machine aura passé le test de Turing si elle parvient à paraître au moins aussi souvent humain que les humains n'y arrivent. Alors, petite question avant d'aller plus loin. Je parais bien humain, là? Ah, ça, oui. Tu parais bien humain. Yes, j'ai passé le test de Turing. Et du coup, tu me penses capable de penser? Je suis pas tout à fait convaincue. Pour que ce soit un test d'intelligence, il faudrait que l'intelligence soit nécessaire pour passer le test. En effet. Mais si ça se trouve, t'es juste en train de lire un texte. J'avoue que c'est en gros ce que je fais quand je tourne une vidéo. Mais, du coup, au moment où tu me parles, tu ne réfléchis pas. Faisons un test de pensée. Imaginons que tu doives passer le test de Turing en chinois. Tu parles chinois? Wow, bouche-toi pour ton roi. Quoi? Ça veut dire non, je ne parle pas chinois. Ok, imaginons que je t'envoie un message écrit en chinois. Et imaginons que tu disposes d'un livre avec des phrases classiques en chinois. Et les réponses classiques à ces phrases. Tu pourrais retrouver le message que je t'ai envoyé et écrire la réponse qui correspond. Oui, en effet. Alors t'aurais passé le test de Turing. Et ça, sans avoir compris le sens des messages échangés. Et donc, sans avoir réfléchi. Intéressant. Ce que tu décris là est l'expérience de pensée de la chambre chinoise proposée par le philosophe John Searle. Searle a imaginé un individu enfermé dans une salle avec un livre d'instructions qui fait exactement ce que tu dis. Et ça, ça prouve qu'on peut passer le test sans être intelligent, non? C'est ce qu'affirme John Searle. Il prétend qu'une machine qui passerait le test de Turing aurait un comportement purement syntaxique, c'est-à-dire qu'il ne ferait en fait que de la manipulation de symboles. Par opposition à un chinois qui, au moment de passer le test, raisonnerait avec la sémantique, c'est-à-dire le sens des mots qu'il lit et écrit. Une machine ferait ce que tu es sans doute en train de faire. Elle énoncerait des phrases sans se poser la question de son sens. Sauf que l'expérience de pensée de John Searle souffre d'une limitation pratique majeure. Ah ouais, et laquelle? Un livre d'instructions aura bien du mal à contenir toutes les phrases imaginables d'un interrogateur.
Supposons que l'on construit une phrase mot par mot et qu'à chaque instant il y a à peu près 10 mots pour compléter la phrase. Et supposons que les phrases de l'interrogateur font typiquement 15 mots. Alors ça nous fait 10 mots possibles pour le premier mot, puis à nouveau 10 mots possibles pour le second mot, puis à nouveau 10 et ainsi de suite. Et ça au total ça fait 10 puissance 15 phrases possibles, soit 1 million de milliards. Et ça c'est un très très grand nombre. Un très gros livre contient environ 100 000 phrases. Pour que la chambre chinoise de John Searle contienne toutes les phrases possibles, il lui faudrait contenir 10 milliards de gros livres. La chambre devrait en fait être un immense entrepôt de quelques centaines de mètres de long, de large et de hauteur. Ouais, enfin, tout ça, ça pourrait être compressé dans des disques durs, non? Certes, mais maintenant le problème c'est de trouver la phrase de l'interrogateur dans les 10 milliards de livres. Ouais, bon d'accord, j'avoue, là, ça paraît tout de suite plus compliqué. Mais il y a pire. Les réponses qu'il faut donner à un certain instant dépendent de tout ce qui a été dit avant. Et du coup, si on prend aussi ça en compte, on se rend compte que la taille du fichier informatique qui contient toutes les réponses à toutes les suites de questions imaginables d'un interrogateur excéderait de loin tout le contenu informatique du web. Il faut alors nécessairement une représentation beaucoup plus compressée de tout cet ensemble de données. Or, chercher une information dans cet immense bordel compressé prendrait des années, y compris avec un ordinateur. Pour répondre en temps réel, l'humain devra extraire l'information de manière intelligente. C'est alors cette extraction de l'information qui serait intelligente. Ok, mais imaginons maintenant que le travail de recherche soit entièrement automatisé. Si bien qu'au final, un programme te dise exactement ce que tu dois écrire pour paraître intelligent. Ok. Bah dans ce cas-là, t'aurais passé le test sans réfléchir. Oui, mais dans ce cas, je n'aurais pas passé le test seul. Ce qui aura vraiment passé le test, c'est l'ensemble moi plus machine. Et d'ailleurs, en l'occurrence, ce sera surtout la machine. Ok, je vois là où tu veux en venir. Toi, t'aurais été bête, mais pas la machine. Exactement. Et si tu te débarrassais de la machine en faisant ce qu'elle fait? Qu'est-ce que tu veux dire? Bah, la machine ne fait que suivre des instructions, un programme, un code informatique. Du coup, ce que tu pourrais faire, c'est apprendre par cœur ces instructions et ensuite les appliquer mécaniquement. En effet. Mais alors, t'aurais passé le test de Turing en ne faisant qu'effectuer bêtement des opérations syntaxiques. Tu pourrais communiquer en chinois sans rien comprendre au chinois et tu aurais passé le test de Turing sans avoir vraiment réfléchi. En effet. Et donc on est d'accord, un simple jeu de symboles suffit à résoudre le test de Turing. Oui, on est d'accord. Donc Turing avait tort, et le test de Turing n'est pas un test d'intelligence. Mais est-ce vraiment la conclusion de cette expérience de pensée? Ce qu'on a vraiment conclu, c'est que la manipulation de symboles suffit à passer le test de Turing. Mais ça n'a rien d'étonnant. Après tout, comme on le verra dans le prochain épisode, une machine ne fait que de la manipulation de symboles. Reste que tu as résolu le test du Turing sans intelligence et sans compréhension sémantique. En es-tu sûr? La mémorisation du programme ne conduit-elle pas justement à l'apprentissage du sens du chinois? Et appliquer les règles du programme ne conduit-il pas finalement à manipuler la sémantique du chinois? Ouais, t'as raison. Il paraît difficile de mémoriser tout cela sans en ressortir une certaine compréhension. Le nœud du problème, c'est que le programme nécessaire pour passer le test de Turing est un programme si complexe qu'après 67 ans de recherche dans le domaine, personne n'a su l'écrire. Et clairement, du coup, personne n'a su le mémoriser. Et en particulier, apprendre ce programme a de bonnes chances d'être bien plus instructif que tous les livres de cours de chinois écrits dans l'histoire de l'humanité. Passer le test de Turing semble nécessairement requérir une certaine forme de compréhension sémantique du langage. Et c'est pour ça que le test de Turing est vraiment un test considéré très important et qui est devenu un landmark de l'intelligence artificielle. Introduit en 1950, il a influencé de nombreux psychologues, philosophes et informaticiens. Et il semblerait que l'intelligence soit une condition vraiment nécessaire pour le passer. Et d'ailleurs, malgré quelques annonces à gauche et à droite, je pense qu'on peut vraiment considérer que le test de Turing est encore loin d'avoir été passé. On peut même imaginer que seule une IA forte pourra vraiment passer le test de Turing. Et par IA forte, j'entends une IA qui surpasse l'humain dans tous les domaines. Et vraiment, le génie de Turing, c'est d'avoir anticipé tout cela dès 1950. Au-delà du défi technologique, ce qui est fascinant avec le test de Turing, c'est ce qu'il nous dit sur la façon dont on réfléchit, sur l'étonnante complexité de notre façon de réfléchir et d'interagir. Après tout, notre cerveau n'est qu'un ensemble de neurones qui effectuent un traitement syntaxique de signaux électriques. Cependant, la sémantique semble émerger de cette combinaison d'opérations syntaxiques. Mais pour bien comprendre tout cela, il va nous falloir parler des concepts fondamentaux de l'informatique, et en particulier de la plus grande invention de Turing, à savoir la machine de Turing.
Hey, j'espère que vous avez aimé cet épisode. Un énorme merci à Elixis Félix de la chaîne Macroscopie que je vous invite à aller voir, qui parle de pas mal de trucs, notamment en psychologie, des trucs très intéressants, notamment le syndrome de l'imposteur ou encore la ludification pour permettre l'apprentissage. Donc allez-y, abonnez-vous à sa chaîne, c'est vraiment cool. La dernière fois, on a rejeté 5 arguments selon lesquels l'intelligence humaine serait une spécificité humaine. Et dans la vidéo est intervenu Thibaut de la chaîne Monsieur Phi. Je voulais un peu que ça soit une surprise, c'est pour ça que j'ai pas mis son nom dans le titre. Par contre, j'ai oublié de présenter sa chaîne en fin de vidéo. Et ça, c'est peut-être parce que j'arrête pas de présenter sa chaîne, j'ai l'impression. Bon, j'adore ce qu'il fait. Et si vous ne connaissez toujours pas Thibaut, j'ai envie de dire que vous n'êtes pas des vrais fans de Sense for All. Notamment dans les liens de la vidéo précédente, il y a énormément de liens vers ces vidéos. Zeki nous fait la remarque que de nombreux experts du machine learning et de l'intelligence artificielle affirment régulièrement qu'aujourd'hui, l'intelligence artificielle n'est vraiment pas prête de réussir l'intelligence artificielle forte ou l'intelligence générale. Et en effet, aujourd'hui, il faut bien se rendre compte que les machines, même si elles arrivent à faire beaucoup de choses qu'on ne sait pas faire, ou des choses qu'on croit savoir faire et qu'elles le font beaucoup mieux que nous, en fait, les machines aujourd'hui sont pas encore vraiment intelligentes. En tout cas, elles sont pas capables de passer le test de Turing. Et c'est pas forcément vendeur que de dire ça de ma série. Mais en gros, ce dont on va parler dans cette série, notamment le deep learning, je pense personnellement que ce n'est pas la solution. En tout cas, c'est pas la solution finale pour pouvoir avoir une intelligence artificielle forte. Cependant, la recherche dans le domaine continue à avancer à un rythme incroyable et il y a beaucoup de découvertes récentes qui tendent à montrer qu'en fait, il y a encore beaucoup de progrès, notamment d'un point de vue théorique à faire dans le domaine. Et notamment ceux qui écoutent le podcast Axiom que je tiens justement avec Thibaut, eh ben, vous savez peut-être que moi, je pense personnellement que la bonne solution, c'est de passer par un truc qui s'appelle le bayésianisme. Ceci dit, cette petite conviction personnelle, qui est en fait une énorme conviction personnelle, ça reste une conviction uniquement personnelle, j'ai envie de dire, et qui ne fait absolument pas consensus, ou en tout cas pas entièrement consensus aujourd'hui, même si j'ai l'impression que le bayésianisme gagne de plus en plus, notamment dans le monde de la recherche en intelligence artificielle. Kevin Tegel fait justement la remarque qu'aujourd'hui les machines ont beaucoup de mal à apprendre. En fait, il leur faut énormément d'exemples, souvent des milliers, voire des dizaines de milliers, voire des millions d'exemples pour pouvoir apprendre un truc comme qu'est-ce qu'un chat, alors qu'un humain arrive à apprendre ça très rapidement, notamment les bébés. C'est quelque chose dont on a parlé notamment dans le podcast Axiom. Du coup, je ne peux pas résister à l'envie de vous passer un petit passage maintenant. Je suis en train de m'enfiler les cours du Collège de France de Stanislas Dehaene, parce qu'il y a notamment un cours qu'il a donné qui s'appelle le cerveau statisticien, la révolution bayésienne en neurosciences, donc forcément j'ai sauté dessus. Et c'est vraiment passionnant et je pense qu'il y a beaucoup à apprendre des sciences cognitives, parce qu'il y a beaucoup de progrès qui ont été faits récemment. Et notamment en 2011, il y a un mec qui s'appelle Tenenbaum qui a publié un article où il présente 3 images d'un truc qu'il appelle tufa. Ça veut rien dire et les images représentent rien de réel. Et il dit ça c'est un tufa, ça c'est un tufa et ça c'est un tufa. Et ensuite il montre 39 images et il nous demande de trouver les tufas. Et les tufas sont pas les mêmes, hein. C'est des objets, c'est comme des animaux quoi, ou des plantes. Et ce qui est fou, c'est que on est tous d'accord, quoi. Ah ouais? On est tous d'accord. C'est ce qu'il appelle le scandale de l'induction. C'est qu'avec 3 exemples uniquement positifs, c'est-à-dire il te dit pas ce que n'est pas un tufa, il te dit juste ce qu'est un tufa. Enfin, il te donne juste 3 exemples de tufa. Et on arrive tous à se mettre d'accord sur en gros ce qu'est un tufa. Ah, c'est assez génial, ouais. Enfin, j'aimerais bien les voir, les tufas, du coup. Monstrueux. Mais ça m'étonne pas tant que ça, quelque part. C'est vrai que c'est étonnant. Hein. Après, mais je veux dire, ouais, on a l'impression qu'il y a quelque chose de très solide dans la façon dont nous faisons des inductions. Enfin, c'est vrai que c'est un argument qui revient assez souvent, l'idée que y a une sorte d'indétermination de la référence. Bon, ça, c'est un thème assez classique en philosophie. L'idée, c'est Wittgenstein qui en parle, dit par exemple, si je dis ceci est Tov en montrant quelque chose, il y a 1 milliard de façons, genre en montrant un crayon, il y a 1 milliard de façons d'interpréter cette définition. Et en fait, ce qu'on montre ce genre d'exemple, c'est que c'est pas si vrai apparemment. Enfin, en tout cas que, de fait, même s'il y a théoriquement 1 milliard de façons d'interpréter quelque chose comme ceci est un tufa, quand on montre juste quelques exemples vraiment pas nombreux, en fait, il semble que on arrive tous à se mettre d'accord sur la façon correcte d'interpréter cette définition ostensive. Donc tu as toute la recherche en sciences cognitives, notamment la recherche bayésienne en sciences cognitives, qui cherche à comprendre comment on est capable de généraliser le tufa à partir de 3 exemples. Et il y a une hypothèse très simple en fait, qui est qu'on structure, on a une structuration de l'ensemble des objets sous forme d'un arbre, qui ressemble beaucoup à l'arbre du vivant, l'arbre phylogénétique du vivant. Et du coup quand on prend 3 exemples comme ça, il faut imaginer que ces 3 branches de l'arbre, c'est comme 3 espèces animales.
et ben ce qu'on va considérer comme étant un tufa, ça va être l'intersection, la partie de l'arbre qui est la plus petite partie de l'arbre qui correspond à ces trois exemples. Oui, je vois l'idée, mais l'objection, c'est qu'on pourrait se dire il y a toutes sortes de façons de dessiner cet arbre. C'est curieux qu'on le dessine tous de la même façon. Là encore, il y a des principes bayésiens qui... Alors là, c'est vraiment, je trouve vraiment impressionnant. C'est vraiment le cours... Alors moi, je suis ultra bayésien, hein, je me considère comme bayésien extrémiste. Et j'ai vu le cours, j'ai fait, mais c'est pas possible, là, j'y croyais pas, quoi. Il y a des principes bayésiens de partout et ça marche super bien. Et donc en fait, il y a un principe bayésien qui permet non seulement de construire l'arbre, mais il y a même un autre principe bayésien, qu'on appelle le bayésien hiérarchique, qui est capable de choisir l'arbre comme structure de données parmi d'autres structures de données ou de représentations de modèles possibles. Il y a aussi, il y a pas mal de modèles qui marchent très bien en machine learning. Et en gros, notre cerveau, notamment bébé, est capable, a quelque part dans sa tête toutes ces formes de modèles. Et juste en appliquant ensuite la formule de Bayes ou des approximations de la formule de Bayes, il arrive à sélectionner les modèles qui marchent bien pour apprendre à parler ou pour reconnaître des tufas. C'est vraiment impressionnant. Alors c'est marrant parce que ça voudrait dire que ça rend juste notre cerveau il est vraiment bien bayésien, c'est juste notre rationalité qui ne l'est pas, notre système rationnel a du mal à appliquer la formule de Bayes consciemment, mais inconsciemment on l'applique tout le temps. C'est ça l'idée, en gros on a été sélectionné par la sélection naturelle pour être capable de faire ce genre d'inférence bayésienne inconsciente très rapidement. Et sans qu'on puisse comprendre comment ça fonctionne, parce que c'est très automatique. Mais dès qu'on commence à raisonner sur des concepts abstraits, et on n'a pas été sélectionné pour notre capacité à raisonner sur des trucs abstraits, là on commence à avoir beaucoup de mal à calculer les probabilités qu'une corde soit plus grande que la moitié d'un diamètre ou autre. Enfin, Lionel Duval nous demande si une dictature parisienne ne serait pas la solution à la politique. Alors, peut-être pas les IA d'aujourd'hui, il y a encore beaucoup de progrès à faire, mais j'ai surtout envie de dire que en fait les IA prennent de plus en plus de décisions. Je pense que quand on parle de pouvoir ou de structure sociale, on pense beaucoup à ceux qui sont au sommet de la politique, président, ministre, tout dans le genre, mais des décisions collectives qui concernent beaucoup de gens à la fois et qui structurent vraiment nos sociétés, il y en a en fait énormément à plein d'échelons dans la société, y compris ceux qui décident de la norme 4G, 5G ou des trucs dans le genre. Tout ça, ce sont des décisions incroyablement impactantes, peut-être bien plus que beaucoup des décisions dont on parle beaucoup à la télé. Et dans ce domaine, les machines prennent de plus en plus de décisions pour nous. Donc en fait, on est déjà petit à petit vers une épistocratie de plus en plus dirigée par les machines. Et c'est pas forcément une mauvaise chose, quoi. Je veux dire, tous les problèmes administratifs, s'ils pouvaient être réglés plus facilement, je dis pas non. Hey, j'espère que vous avez aimé cet épisode et que vous allez vous demander mais qu'est-ce que la sémantique au final? Quelle est la meilleure façon de définir vraiment ce qu'est la sémantique? C'est pas facile si vous y réfléchissez, et peut-être qu'en effet ça peut émerger de quelque chose de purement mécanique, et peut-être même que tout l'univers émerge de quelque chose qui est en fait purement mécanique, quelque chose qui est purement une machine. Peut-être que l'univers est une énorme machine. C'est ce dont on va longuement parler la prochaine fois, puisqu'on va aborder la machine de Turing, et ma loi de la physique préférée, même si les physiciens ne la connaissent peut-être pas, à savoir la thèse de Church-Turing. Si vous avez aimé cet épisode, pensez à le liker, à le commenter, à le partager, pensez à vous abonner pour ne pas manquer les futurs épisodes. Merci aux tipeurs pour leur don, et j'espère que vous serez là la prochaine fois. The instruction book tells me to find an exact match of the message on the top half of the page, and then to reply by copying the Chinese characters from the bottom half of the page. It's interesting, some of the characters in the question are appearing in the answer, which makes some sense. So the intelligent behavior, the argument goes, can be faked after all. So Searle alone now is producing behavior that's indistinguishable from somebody that understands Chinese, but he doesn't have it going on upstairs. So Turing's idea of having it all depend on behavior is wrong. And the students buy it. They definitely buy it, and they're not alone. A lot of people buy it, in fact. Unfortunately, AI people have been almost silent on this argument, and they just kind of shrug and say, that's not right. I'm not sure why it's not right. Life is too short, and they move on. And unfortunately, even prestigious organizations like Scientific American bought it. They included Searle's article as some sort of discovery about the mind, similar to the kind of discovery Einstein's thought experiment had about traveling close to the speed of light,
right? That was a thought experiment too, and that was an amazing discovery. Well, they're kind of treating Searle's as an amazing discovery about the mind. So I found that very unsatisfactory, and in talking with students, I wanted to know, well, really, is this the last word? Does the argument then end there? Most philosophers think it does, that Searle is right, that Turing was wrong, and it basically just stops there. But this didn't seem right to me. And so in conversations with students, a question came up, which is this one. How can we be so sure that Searle does not end up understanding Chinese after learning what is in the book? So we said before that Searle plus the book understood Chinese. Well, how do we know that after he memorizes the book that he doesn't end up learning Chinese and therefore is not faking the behavior as it says there? So intelligent behavior maybe is not being fake because maybe he's learning Chinese. Well, the answer is we can't be sure because we have no idea what this book looks like, this Chinese.pl. In fact, the students were very skeptical that it would even exist at all after they did their work in this course. And now we should be skeptical too. We have no idea what Chinese.pl looks like, and so we have no idea what it would be like to memorize it.